Allez, c'est parti. On va se pencher sur l'agriculture française, un sujet qui est, vous allez voir, plein de surprises. C'est un vrai paradoxe en fait. On va essayer de comprendre ensemble comment une activité qui paraît si discrète peut être en réalité une véritable superpuissance. Le premier chiffre, il est assez fou. Tenez-vous bien, le secteur agricole en France n'emploie que 1% de la population active. Oui, un tout petit pourcent. Pour bien visualiser, ça veut dire que sur 100 personnes qui travaillent, il n'y en a qu'une seule dans l'agriculture. C'est vraiment infime. Et pourtant, c'est là que le paradoxe prend tout son sens. Avec aussi peu de monde, la France est la première puissance agricole de toute l'Union européenne. Et de loin. Alors la question, elle est évidente, non? Comment un si petit nombre de personnes arrive-t-il à produire autant? C'est quoi le secret derrière cette productivité qui semble hors norme? Eh bien la réponse, elle tient en deux mots. Agriculture intensive. On l'appelle aussi l'agriculture productiviste. C'est ce modèle qui explique tout. Alors, voyons un peu ce que ça veut dire concrètement. L'objectif, il est très simple. C'est la maximisation. Obtenir le plus de production possible sur la plus petite surface possible. Et pour y arriver, on va injecter ce qu'on appelle des intrants pour, en quelque sorte, pousser la nature au-delà de ses limites. Et voilà les 4 piliers de ce système. D'abord, une énergie colossale pour faire tourner des machines toujours plus grosses. Ensuite, des engrais chimiques pour doper la croissance des plantes, des pesticides pour tuer tout ce qui pourrait la ralentir, et enfin, une mécanisation à outrance partout. Forcément, cette course au rendement, elle a un prix. Et il est très lourd. C'est un peu la face cachée de cette médaille de la productivité. Son impact sur l'environnement est dévastateur. Le bilan est assez sévère. Les produits chimiques finissent par s'infiltrer dans les sols, par contaminer l'eau qu'on boit. La biodiversité, c'est-à-dire la diversité du vivant, des insectes aux oiseaux, s'effondre. Et la terre elle-même, elle s'épuise, elle s'abîme sous le poids des machines. Et attention, ça, ce n'est pas une menace abstraite. Prenons un exemple très concret. La Bretagne. Les rejets des élevages intensifs, qui sont bourrés de nitrates, finissent dans l'océan et provoquent ces fameuses marées d'algues vertes. Un vrai désastre écologique bien visible. Face à ces conséquences, on sent qu'un mouvement de fond est en train de naître. Une partie du monde agricole commence à prendre un virage, à chercher d'autres modèles, plus durables, plus respectueux de la nature. Le contraste est vraiment frappant. On a d'un côté le modèle industriel, qui est obsédé par la quantité, coûte que coûte, et de l'autre le modèle biologique, qui lui refuse toute chimie de synthèse. L'idée, c'est de privilégier la qualité du produit, la santé des sols. La contrepartie, bien sûr, c'est que les rendements sont plus faibles et donc, au final, le prix est plus élevé. Et pour certains, ce virage est même radical. Ils font le choix d'abandonner le gros tracteur pour revenir au cheval de trait. Un retour aux sources qui peut paraître un peu fou, mais qui montre bien la profondeur de cette recherche de sens. Allez, partons maintenant faire un petit tour de France. Parce que ces différents modèles agricoles ne se répartissent pas n'importe comment. Le pays, c'est une vraie mosaïque de paysages et de pratiques. Première étape, on va au cœur du réacteur productiviste français, les immenses plaines céréalières du bassin parisien, comme la Beauce par exemple. Là-bas, ce sont des océans de blé et de maïs à perte de vue. On parle d'exploitations gigantesques, entièrement tournées vers la production de masse de céréales. Le blé, notamment, qui reste la céréale la plus consommée au monde. On change complètement de décor et de système. Direction la Bretagne, qui est un autre bastion de l'agriculture intensive. Sauf qu'ici, ce n'est pas le sol qu'on cultive, ce sont les bâtiments qu'on utilise. C'est le royaume de ce qu'on appelle l'élevage hors sol. Des milliers et des milliers de poulets, de cochons élevés en intérieur dans de gigantesques structures industrielles. Maintenant, prenons un peu de hauteur. Dans les montagnes, que ce soit les Alpes ou les Pyrénées, on découvre un modèle qui est à l'exact opposé. Là-bas, c'est le domaine de l'élevage extensif où les animaux vivent dehors. La pratique la plus connue, c'est la transhumance. Chaque été, les troupeaux montent dans les alpages pour profiter de l'herbe fraîche. Et on termine ce voyage avec les cultures qui ont fait la réputation de la France dans le monde entier. Il s'agit des cultures spécialisées, celles qui ont une très haute valeur ajoutée. Les vignobles bien sûr, mais aussi les vergers pour les fruits, l'arboriculture ou encore le maraîchage pour les légumes de qualité. Mais attention, cette incroyable diversité de paysages et de production, elle cache une réalité beaucoup plus dure. Une réalité humaine, économique, qui divise profondément le monde agricole. Ce graphique, il parle de lui-même. Il montre un fossé économique immense. D'un côté, on a les gros céréaliers et les grands viticulteurs qui s'en sortent très bien, avec des revenus très confortables, et de l'autre, une majorité d'éleveurs et de petites fermes qui, eux, luttent pour survivre. Et on termine donc sur cette question qui est vraiment fondamentale. L'avenir. Est-ce que c'est la coexistence de ces deux mondes que tout oppose? Entre la puissance des géants industriels et la résilience des petites fermes durables, l'agriculture française cherche encore son futur équilibre. C'est tout l'enjeu.